Bonjour, je suis Anaëlle Maury, je travaille aussi au CEA et puis ma mission aujourd'hui c'est de vous parler plutôt de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur la formation des planètes et donc des exoplanètes. Je voulais faire un petit rappel parce qu'en fait le système planétaire qu'on connaît le mieux c'est le nôtre et ce qui est sûr en tout cas c'est quand on regarde ce qui se passe dans notre système planétaire, comme l'a dit Emeline, les choses sont compliquées et les choses surtout montrent une très grande diversité. Donc là, par exemple, dans notre système à nous, le système solaire, il y a plus de 99,8% de la masse qui est concentrée dans le Soleil. Et toutes les planètes ensemble, c'est seulement 0,1% de la masse qui reste. Et dans ces 0,1%, il y a 90% de la masse qui sont dans les deux planètes les plus massives. Donc autant vous dire que les planètes telluriques, c'est vraiment les miettes du système solaire. En termes de masse, on a eu une répartition de masse qui est complètement inégalitaire quand notre système s'est formé. Et ce n'est pas juste la masse. Ça, c'est une image de la sonde Cassini, lorsqu'elle est arrivée à la planète Saturne. Donc, vous voyez les anneaux de la planète Saturne en avant-plan. Et puis le petit point bleu là, que vous voyez au fond, je suis sûre que vous avez vu cette image au moment où elle a été publiée, c'est la Terre. Donc c'est la Terre vue depuis la planète Saturne, c'est-à-dire 1,4 milliard de kilomètres de là où nous sommes actuellement. Et pour mesurer ces distances qui sont complètement astronomiques, on utilise une unité qui s'appelle l'unité astronomique. Donc une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Et la planète qui est la plus distante du Soleil dans notre système, c'est Neptune, et Neptune, elle a 30 unités astronomiques. Donc vous vous rendez compte que là, quand on pense à devoir expliquer la formation des planètes, il va falloir qu'on arrive à reproduire un système physique qui est capable de créer des planètes avec des masses très différentes, des compositions très différentes et à des distances complètement variées par rapport à leur étoile. Ça, pour quelqu'un qui doit faire un modèle, c'est un cauchemar. Il n'y a pas de contraintes, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait? On essaye de trouver des points communs. Au moins quelque chose qu'elles auraient en commun, ces planètes, pour essayer de comprendre quel pourrait être le processus physique qui a conduit à la formation des planètes. Donc là, je vous montre une vue d'artiste, justement, de notre système solaire, qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc, malgré leur grande diversité, toutes les planètes dans notre système solaire, elles ont quand même un truc en commun. Donc, monsieur, je vous vois faire ça. Oui, exactement, c'est ça. Elles sont toutes dans un plan. Et ça, c'est extraordinaire quand on y pense. Parce que quelle est la probabilité, alors qu'elles pourraient orbiter dans n'importe quelle direction dans une sphère, que les 8 objets qu'on ait formés se forment tous dans un plan? Mais alors dans un plan quasi parfait, c'est-à-dire que la planète qui est la plus éloignée du plan commun, elle est à 6 degrés, seulement 6 degrés d'éloignement de ce plan commun. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, par contre, on peut se reposer. Ça nous interpelle. On se dit, ah ben là, il y a un processus physique qui fait qu'on a eu une caractéristique commune pour toutes ces planètes. Donc voilà, c'est le plan. Alors pourquoi ces planètes sont alignées? Alors, quand on est astrophysicien, on aime bien faire un truc. On sait que la vérité est ailleurs, dans le sens où elle est avant. C'est-à-dire qu'on utilise en fait l'espace autour de nous pour aller creuser dans l'histoire. Donc on va aller regarder des systèmes qui sont ailleurs, qui sont plus loin, pour essayer de remonter, de trouver des systèmes plus jeunes qui vont nous donner des informations sur la manière dont notre propre système s'est formé. Donc l'espace, c'est le temps, au sens propre et figuré dans ce cas-là. Donc, comment est-ce qu'on forme des étoiles? Si on veut vraiment remonter dans le temps, comment est-ce qu'on forme une étoile? Dans notre galaxie, il y a des étoiles, mais il y a surtout du gaz. Il y a plein d'endroits où il y a des densités de gaz qui semblent ridicules quand on compare aux densités typiques qu'on a sur Terre, mais qui, pour le milieu interstellaire, sont astronomiques. Donc je vous montre ici, par exemple, des images dans le domaine visible, donc ce que voient vos yeux, de la nébuleuse de l'Aigle. Donc ce sont des vraies images astronomiques qui ont été prises, où vous voyez qu'il y a la formation de piliers, donc tout ça c'est du gaz, qui s'est concentré à certains endroits. Et dans ces piliers, si on commence à regarder dedans, donc ça, cette image, c'est un zoom à l'intérieur justement de ces piliers, on se rend compte qu'il y a une structure qui est très marquée. Et surtout, je suis allée un peu trop vite, surtout on remarque... Oh, il ne peut plus revenir du coup. T'es à 360 places, oui, t'as 150 tranquille. On va essayer d'aller plus vite. Et surtout, on remarque quand on voit ces images qu'il y a des endroits où il y a des trous. Ici, c'est un trou, là, c'est un trou, où il semble n'y avoir rien. En fait, il n'y a pas rien, il y a beaucoup. C'est-à-dire que dans le domaine visible, les photons qu'on peut voir avec nos yeux, il y a des endroits où il n'y a aucun photon qui arrive à sortir tellement c'est dense, justement. Et c'est là que se forment les étoiles. C'est-à-dire que pour former une étoile, il faut arriver à concentrer de la matière à des densités telles qu'arrive à un moment, justement,
la fusion nucléaire va se mettre en route. Et c'est ce qui se passe dans ces endroits-là. Donc les étoiles se forment dans des nuages de gaz qui sont très denses, et comme ils sont très denses, ils sont aussi très froids. Parce que tous les rayonnements qui viennent de l'extérieur, qui sont très énergétiques, n'arrivent pas à y rentrer, ils sont stoppés très vite, ils interagissent avec tous les atomes et ils s'arrêtent. Donc des endroits très denses, très froids, la gravité prend place. Dès qu'on met de la masse, la gravité commence à prendre le dessus. On commence à former une petite étoile au centre de ces globules. Donc là, ça y est, on est de retour sur l'image. Si je rentre dans ce globule-là, maintenant, je vais vous montrer les résultats d'une simulation numérique. Donc c'est un modèle de ce qui se passe dans ces endroits très denses. Et vous voyez que c'est très organisé, c'est-à-dire que la matière, justement, s'organise, la gravité attire, justement, de la masse à des endroits précis. Et notamment ici, si vous regardez, ça, ce sont des petits globules où la densité est à peu près la densité d'une feuille de carton. Alors, ça a l'air d'être rien du tout, mais pour le milieu interstellaire, c'est énorme, sachant qu'il n'y a que la gravité qui joue. Une feuille de carton, ça attire tout ce qu'il y a autour. Et maintenant qu'on a regardé à l'intérieur d'un de ces globules, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un objet qui est en train de se former, ici. C'est une protoétoile. C'est-à-dire que, sous l'effet de la gravité, le gaz qui entoure cette petite étoile qui est en train de se former va tomber sur l'étoile et l'étoile va grossir et grossir et grossir et grossir. Donc les étoiles, elles ont 1/100e, 1/1000e de la masse du Soleil. Au tout début, la première fois qu'on forme une étoile, elle est toute petite. Par contre, elle va attirer, étant donné qu'elle concentre de la masse à un seul endroit, elle va attirer tout ce qui se passe autour. Et ce qui se passe quand on forme une étoile, c'est qu'on forme un disque. Pourquoi est-ce qu'on forme un disque? Parce que toute la matière qui est dans ces endroits est en rotation. Si vous prenez deux masses, comme vous l'a dit Emeline, et que vous en avez une qui est soumise à rien du tout, juste son énergie cinétique. Elle passe. Arrivé à un moment, quand elle arrive à une certaine distance d'une autre masse, elle va sentir la gravité d'une autre masse. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle sent la gravité? Justement, on va avoir une trajectoire qui va s'incliner. Donc en fait, la gravité, ça crée de la rotation. Et si vous prenez maintenant plein de particules, justement, avec une masse au centre, toutes, à un certain rayon, vont avoir leur trajectoire qui vont s'incliner. Et donc on crée comme ça de la rotation, grâce tout simplement à juste une force gravitationnelle. Donc tout ce matériel autour des étoiles qui sont en train de se former, il tourne. Et la plus simple manière justement de pouvoir accréter de la masse qui tourne, c'est justement de former un disque. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est qu'on a la force de gravité qui essaye de combattre la force centrifuge. Donc n'importe quelle particule justement va être soumise à la gravité qui l'attire vers l'étoile qui est en train de se former, mais aussi à sa force centrifuge parce qu'elle est en train de tourner. Et le combat de ces deux forces, ça fait qu'on doit avoir un endroit où la force de gravité est égale à la force centrifuge. Vous voyez que c'est deux forces justement qui ont une dépendance différente en fonction du rayon, donc de la distance au point qui attire. Donc il va y avoir un rayon où la particule va être toujours attirée par l'étoile qui se forme, mais sa force centrifuge, elle va être égale à la force de gravité. Donc en fait, à cet endroit-là, cette particule, elle ne va pas vouloir s'effondrer sur l'étoile, elle ne va pas vouloir repartir, elle va rester dans un mouvement qu'on appelle centrifuge. Et ça, c'est un disque. Donc en fait, on forme des disques. Alors, ce n'est pas juste un délire de théoricien, on les observe. C'est-à-dire qu'ici, ça c'est un disque observé autour d'une étoile qui est assez jeune, qui est TW Hydra. On voit l'émission des poussières dans ce disque directement, parce que c'est observé dans une longueur d'onde qui nous permet de voir directement les poussières du disque avec ALMA. Ici, on voit d'autres disques, comme vous voyez, mais alors là, cette fois-ci, c'est plus en émission, c'est en absorption, parce que ces disques, ils sont tellement froids et denses qu'ils n'émettent pas avec des photons visibles. Par contre, ils absorbent tous les photons visibles. Donc en fait, quand on regarde dans le visible, comme ces images-là, on les voit en absorption. Donc ici, vous voyez ce trait noir ici, c'est le signe qu'on a quelque chose de très aplati, de très dense. Donc ils existent. Et alors pourquoi est-ce que je vous parle de disques? Maintenant, peut-être on peut commencer à connecter. Les planètes, elles sont dans un plan. On sait que quand on forme des étoiles, on forme des structures très planes au moment de la formation des étoiles. Peut-être qu'il y a un lien. Donc c'est ce que les astrophysiciens se sont dit. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est essayer de regarder ce qui se passe dans ces disques. Donc là, je vous montre maintenant une simulation numérique. Donc ça, c'est une simulation numérique d'un disque jeune, justement, autour d'une étoile qui est en train de se former. Donc vous voyez, on a encore un beau disque qui tourne. Tout se passe bien. On va zoomer dans le disque et vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de cette structure qui est en train de tourner autour de la jeune étoile. Ça va venir à un moment donné. Voilà, on va zoomer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, tout le matériel est en rotation dans ce disque, mais selon le rayon dans le disque, la rotation, ce n'est pas la même. Il y a une rotation différentielle.
Et à cause de la rotation différentielle, il y a des endroits justement où il y a des frictions qui vont permettre à des planétésimaux, donc ici c'est un zoom, vous voyez là maintenant dans ces petits ronds blancs, il y a des petits objets qui se forment. Alors pourquoi? Parce que dans le milieu interstellaire, il y a de la poussière, des petits grains de poussière qui sont de l'ordre des millièmes de micromètres. Mais par contre, là maintenant, ils tournent tous ensemble, de manière synchrone dans un disque, avec des vitesses légèrement différentes selon le rayon auquel ils sont. Et donc, ces grains de poussière, ils vont commencer à s'agglomérer. Ils se frottent, ils se collent, ils se frottent, ils se collent, etc. Et comme ça, on va partir de grains qui font 1 centième, 1 millième de micron. Et on va réussir à construire des grains qui font jusqu'à 1 millimètre. Alors, 1 millimètre, ça a l'air tout petit, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à gagner 3 ordres de grandeur dans un processus, dans un disque. Et à partir de là, justement, ça, c'est les graines de planètes. Ces grains qui font de l'ordre du millimètre, du centimètre, ils vont commencer à accréter, et c'est ce qu'on voit dans les disques. On voit souvent justement des espèces de sillons. Ils vont commencer à accréter et à accréter de la masse. Alors, c'est pas aussi simple que ça. On a plein de problèmes. Si la vitesse est trop grande, on casse les grains. Dans certains cas, ils rebondissent. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Donc, notamment, il y a des gens quand même dont le travail, toute la journée, ils font se cogner des grains pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, on a un autre problème qu'Emeline a mentionné assez rapidement, qui était une solution et qui est devenu un problème. Peut-être ça va redevenir une solution. C'est que maintenant, quand on forme des planètes dans les disques, étant donné que la matière dans le disque à l'extérieur de la planète va moins vite que la matière dans le disque à l'intérieur de la planète, qu'est-ce qu'on fait? Un bras de levier. Et en fait, les planètes, elles migrent. C'est-à-dire que dès qu'on forme des planètes qui sont trop grosses, il y a une pression à cause justement de ce différentiel qui s'exerce sur la planète, et les planètes, elles migrent et elles finissent dans les étoiles. Alors ça, on n'a pas trop envie que ça se passe, donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, notamment il y a des solutions en mettant de la turbulence, en regardant un petit peu, en creusant des sillons, enfin il y a des solutions. Et ensuite, l'étape finale, c'est le grand nettoyage. Parce que maintenant, on sait qu'on arrive à former des planètes dans un disque, mais quand on regarde notre système solaire, il n'y a plus de disque. Donc il faut arriver à se débarrasser de la matière de ce disque. Et en fait, ces graines de planètes, donc non seulement elles accrètent la matière qui est sur leur chemin, mais en plus, elles nettoient. C'est-à-dire, là, je vais vous montrer une simulation numérique, encore une fois, de planètes qui orbitent dans un disque. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les orbites des planètes commencent à avoir fait plusieurs orbites, donc là, c'est le début, tout se passe bien, on forme des planètes, vous voyez au centre, ici, là, vous avez les planètes qui se sont formées. Et là, vous avez encore plein de matériel dans le disque. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ces planètes, elles commencent à interagir avec ce matériel, à interagir entre elles, et elles commencent à éjecter tous les petits grains qui restent. Vous allez voir, là, il y en a quelques-uns, puis au bout d'un moment, il y en a plein. Et donc, en fait, elles nettoient complètement le disque. Et on arrive à la fin, justement, avec un système planétaire, et seulement à certains endroits, qui sont privilégiés parce qu'ils sont dans des zones, justement, où les interactions réciproques des différentes planètes ne les ont pas trop affectées, seulement à certains endroits, on a du matériel de disque qui reste. Et c'est exactement ce qu'on observe dans notre système solaire. C'est ce qu'Emeline a dit. On sait qu'on a des planètes, mais on sait qu'on a des ceintures d'astéroïdes. C'est-à-dire qu'il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et il y a aussi la ceinture de Kuiper qui est justement au-delà de Neptune, avec des objets d'ailleurs qui sont très différents. Ici, ce sont des objets qui sont métalliques, qui sont rocheux, alors que dans la ceinture externe, ce sont plutôt des objets qui sont des glaces de volatiles, l'ammoniac, de l'eau. Donc on sait effectivement que ça, c'est un scénario qui tient la route. Former des planètes dans un disque, les faire croître tout doucement par justement un scénario d'accrétion, ça tient la route et ça arrive à reproduire ce qu'on observe dans notre propre système solaire. Bon, je vous passe les petites choses qui nous tracassent encore. Je vais passer sur les astéroïdes et les comètes parce que je pense que je suis un petit peu en retard, mais il faut savoir que justement ces astéroïdes et ces comètes qui restent dans notre système solaire, c'est des super témoins justement de la formation des planètes. Ce sont des objets qui se sont formés au moment où les planètes se sont formées et qui n'ont plus évolué depuis. Donc on s'amuse à envoyer des sondes, etc. C'est pas pour rien, c'est parce que ça nous donne des informations très très importantes sur l'étape où les planètes se sont formées. Donc ça, je pense que je vais passer là-dessus. Et notamment, en fait, on se rend compte maintenant que ces conditions initiales de formation des planètes, les conditions dans les disques protoplanétaires, elles sont cruciales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, on a détecté pour la première fois de l'alcool méthylique dans un disque protoplanétaire. Il faut savoir que l'alcool méthylique, ce sont les premières briques pour former les aminoacides, c'est-à-dire ce qui compose notre ADN.
Donc c'est-à-dire que déjà dans du matériel primitif, il y a déjà une chimie complexe qui permet de construire des molécules qu'ensuite on retrouve sur des planètes. Et selon où est-ce qu'on est dans le disque, il va y avoir un gradient de température, l'étoile va chauffer le disque, et donc on va pouvoir former différentes espèces et mettre différentes espèces chimiques dans les planètes qui vont se former aux différents endroits. Ou les mélanger si on fait de la migration planétaire, ça c'est toujours la question. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Ça, ce sont 2 images de systèmes exoplanétaires qui ont été détectés récemment autour d'objets jeunes et proches, dont je pense Axel vous parlera un petit peu plus. Je voulais juste insister sur le fait qu'il faut vraiment se pencher sur les étapes les plus jeunes de la formation des planètes parce qu'elles contiennent beaucoup d'informations. Et ça, c'est un exemple, c'est une vraie observation d'un disque autour d'une étoile très jeune. Cette étoile, elle a moins d'1 million d'années, en sachant qu'une étoile de type solaire, elle passe des milliards d'années sur sa séquence principale. Donc 1 million d'années, c'est rien, c'est un bébé, c'est un embryon. Je ne sais même pas s'il y a un mot pour définir ça. Elle est extrêmement jeune et pourtant déjà, regardez son disque. Il est extrêmement structuré. Donc il faut absolument qu'on s'intéresse à ces phases-là. Et évidemment le JWST qui aidera avec les atmosphères. Mais ça, on verra dans quelques années. Voilà. Bonjour à tous. Alors je vais aller dans des territoires beaucoup plus spéculatifs que les 2 premières intervenantes. Et moi je vais vous parler de voyage interstellaire. Mais avant de vous parler de voyage interstellaire, j'aimerais vous parler des distances dans l'univers et de la manière dont on a de les intuiter, nous les astrophysiciens, ou nous les gens qui font des calculs sur les distances entre les étoiles. Et peut-être que j'y arriverai. Sauf que non. C'est celle-là peut-être ? Ah, c'est celle-ci. D'accord. Hop. Voilà. Et donc, je vais vous parler des distances dans l'univers. Et donc, les distances dans l'univers, on a vu un petit peu avec les 2 précédentes intervenantes, mais les astrophysiciens utilisent la chose la plus rapide de l'univers pour calculer des distances entre les objets de l'univers, qui est la lumière. La lumière, chaque seconde, elle se balade elle fait 300 000 km dans le vide. D'accord ? Donc ça, c'est une vitesse qui est indépassable. Ça a été montré par Einstein dans les années 5 et 20. Et quand on veut réfléchir les distances entre les différentes étoiles, on ne peut pas réfléchir en termes de kilomètres. Ça ne nous parle pas, les kilomètres. Il y a la 3e vidéo. On est obligé de réfléchir en termes de vitesse de la lumière. Et on a inventé une unité qui s'appelle l'année-lumière. Et une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Et cette distance, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Ça ne parle pas vraiment beaucoup. Donc quelques exemples, la Lune, elle se trouve à 1 seconde-lumière de nous. Elle se trouve à peu près à 300 000 km de nous. C'est-à-dire que si vous balancez un rayon laser vers la Lune, ce rayon laser va mettre 1 seconde à atteindre la Lune. D'accord ? Donc si vous avez un astronaute d'Apollo qui essaie d'appeler la Terre, il y aura un délai d'1 seconde. Vous faites la même chose avec le Soleil. Vous n'envoyez pas des gens là-bas, c'est un peu délicat. Mais si vous envoyez des gens là-bas, le délai il sera de 8 minutes. C'est-à-dire que quand vous regardez le Soleil, ce qu'il ne faut pas faire avec les yeux, vous aurez un délai, vous voyez toujours le Soleil à 8 minutes d'écart de ce qu'il est vraiment. Prenez Voyager 1. Voyager 1, l'objet qu'on a envoyé le plus loin à l'heure actuelle du système solaire. Il a passé l'héliopause, qui est la limite interne du système solaire. Ça fait 40 ans qu'il voyage, donc c'est un des objets les plus rapides qu'on a jamais envoyé. Et il est qu'à 19 heures-lumière de la Terre. C'est pas encore très loin. À bord, voilà. Prenons les étoiles les plus proches de notre système solaire. Donc le Soleil, il est là. Et les étoiles les plus proches, elles se situent à quelques années-lumière donc du Soleil. Plutôt bien fait. Mais c'est quand même une autre classe de distance que les distances qu'on a vues jusqu'à présent. Donc si on avait la bonne idée d'envoyer Voyager 1 dans la bonne direction, dans la direction de l'étoile la plus proche de la Terre, qui est Proxima du Centaure, qui se trouve à 4 années-lumière d'ici, eh bien Voyager 1 mettrait 76 000 ans avant d'arriver. Donc autant vous dire qu'on n'y est pas encore. Ce qui est absolument que dalle par rapport à la taille de la Voie lactée, donc la Voie lactée de notre galaxie, qui est une grosse spirale qui fait 100 000 années-lumière de diamètre. Bon, vous êtes ici un petit peu à la banlieue là. Le gros problème quand on veut voyager à travers les étoiles, c'est que la quasi-totalité des moyens de propulsion qu'on a à l'heure actuelle pour faire décoller des trucs depuis la Terre se base sur la propulsion chimique. Et la propulsion chimique, elle se base sur un principe qui est vieux de 400 ans, qu'on doit à Monsieur Newton, qui est le principe d'action-réaction. Et le principe d'action-réaction nous dit que si vous avez un objet, si vous appliquez une action dessus,
et ben cet objet va vous appliquer une réaction égale et de direction opposée. Donc ça, en pratique, c'est beaucoup de blabla pour dire que si vous voulez faire décoller une fusée, vous voulez aller dans un sens, et pour aller dans un sens, il faudra éjecter une grande quantité de gaz dans l'autre sens, si vous voulez, et donc vous aurez un gaz qui va pousser littéralement la fusée vers le haut. Donc ça c'est bien sympa, sauf que un certain monsieur Tsiolkovsky, Konstantin Tsiolkovsky, le papy de l'astronautique moderne, c'est lui qui a inventé le concept de fusée, il a aussi théorisé pas mal les concepts de propulsion en astronautique. Et il a conçu ce qu'on appelle l'équation de Tsiolkovsky. Et l'équation de Tsiolkovsky, c'est un drame total pour la propulsion chimique pour atteindre les étoiles. Et donc cette équation, elle nous dit que si vous avez une fusée qui a une masse initiale de M0, voilà, avec une masse de carburant à l'intérieur, vous prenez cette masse de carburant, vous la balancez à une vitesse d'éjection VE, à l'opposé de la direction où vous voulez aller. Mais on commente. Non, votre fusée aura donc une masse MF et va gagner une vitesse qu'on appelle un delta V dans la direction opposée. Et ce delta V, il va être égal à ce truc-là, donc il va être proportionnel à la vitesse d'éjection des gaz et proportionnel au logarithme de la fraction entre la masse initiale de la fusée et la masse finale de la fusée. Le gros problème, si vous voulez appliquer ce type de propulsion à la propulsion interstellaire, un voyage interstellaire, c'est qu'il n'y a pas assez de masse dans tout l'univers pour accélérer une fusée chimique à des vitesses proches de celles de la lumière. Et ça, le gros problème, il est dans les vitesses d'éjection, là, parce que la plupart des fusées sur lesquelles on se repose aujourd'hui ont une vitesse d'éjection de gaz qui est beaucoup trop faible pour permettre un voyage efficace et atteindre des étoiles dans un temps raisonnable. Moins d'une vie humaine, disons. Je peux téléphoner, on m'appelle, on m'entend donc, pas. On oublie la propulsion chimique pour essayer d'aller vers les étoiles. Ça n'a pas empêché beaucoup de physiciens de plancher sur cette question, de contourner la propulsion chimique pour voyager à travers les étoiles. Donc je vais vous passer tous les concepts, j'ai pas le temps malheureusement d'en parler, mais ils sont tous fascinants. Mais j'ai choisi les deux plus spéculatifs, parce qu'il s'agit de rêver un petit peu quand même. Et donc le premier de ces concepts, c'est le ramjet de Bussard. Alors Robert Bussard, c'était un physicien qui, dans les années 60, avait imaginé un concept de vaisseau qui se base sur les lois de la physique, donc qui se base sur ce qu'on connaît vraiment, mais un vaisseau qui serait en constante accélération, qui accélère continuellement. Donc cette idée, elle a été popularisée dans un livre de science-fiction qui s'appelle Tau Zéro, qui a été publié dans les années 60. Et donc le vaisseau, le ramjet de Bussard, ou le collecteur Bussard selon les versions, il fonctionne ainsi. Alors si vous avez un énorme vaisseau là, avec un gros entonnoir qui va collecter à l'avant du vaisseau de l'hydrogène sur son passage. Alors il faut savoir que le vide interstellaire, il n'est pas vide, il est beaucoup plus vide que le vide le plus intense que vous arrivez à créer en laboratoire. Par contre, si vous prenez un cube et que vous le balancez, enfin une boîte, voilà, vous balancez n'importe où dans l'espace interstellaire, et bien dans cette boîte, en moyenne, si vous avez une boîte d'1 centimètre de côté à peu près, et bien dans cette boîte, vous aurez en moyenne un atome d'hydrogène dans cette boîte. Bon, un atome par centimètre cube, c'est la densité du vide interstellaire. Et donc si vous avez ça, vous avez un énorme collecteur là qui va vous prendre énormément d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène, qui va servir de carburant pour un réacteur à fusion nucléaire qui est beaucoup plus pratique et efficace à convertir la masse de carburant en poussée et donc en vitesse d'éjection, ce qui peut vous propulser un vaisseau continuellement en accélération constante jusqu'à atteindre 99,99999% de la vitesse de la lumière, en quelques années à peine, si vous avez les bonnes conditions initiales. Donc ça c'est plutôt pratique, donc ça fait quand même un peu rêver. Évidemment, il y a plein de problèmes, mais il y a aussi des conclusions assez perturbantes, pas intuitives du tout. Et donc ces conclusions perturbantes, elles nous viennent aussi de M. Einstein, qui nous disait que le temps qu'on mesure, imaginons que vous êtes dans un vaisseau qui s'approche continuellement de la vitesse de la lumière, eh bien plus vous vous approchez de la vitesse de la lumière, plus le temps que vous allez percevoir à l'intérieur du vaisseau va être désynchronisé par rapport au temps que les gens qui sont restés sur Terre vont percevoir. Donc imaginons qu'on ait un vaisseau, qu'on décide d'avoir, qui part de la Terre, donc voilà, on synchronise nos montres, je ne sais pas si vous avez un jumeau, vous le laissez sur Terre et puis vous embarquez dans ce vaisseau qui a une vitesse initiale de 10 km par seconde, c'est juste un chiffre comme ça, et qui va accélérer constamment à 1 G. 1 G, c'est l'accélération de pesanteur terrestre, c'est-à-dire que chaque seconde, le vaisseau va accélérer de 10 mètres par seconde. D'accord ?
Et là, vous voulez aller à Proxima du Centaure, qui se trouve à 4 années-lumière d'ici. Et bien, si on fait ça, et si on accélère, on a un vaisseau qui est capable d'accélérer continuellement, l'équipage va finir par arriver à Proxima du Centaure en 3,5 ans. Ce qui est quand même assez bizarre, vu qu'il se trouve à 4 années-lumière, sauf que le temps qui est perçu, plus le vaisseau s'approche de la vitesse de la lumière, plus par rapport à Proxima du Centaure ou par rapport à la Terre, les temps vont être désynchronisés. Alors, pour vous qui êtes dans le vaisseau, le temps qui va être écoulé va être de 3 ans et demi, sauf que sur Terre, pour votre jumeau, il se sera écoulé 6 ans. C'est-à-dire que vous allez vieillir moins vite que votre jumeau. Ce qui est quand même assez perturbant. Donc voilà, on continue à accélérer. On va aller vers le centre de la galaxie, qui se trouve à 26 000 années-lumière d'ici. Et le centre de la galaxie, avec un ramjet de Bussard qui continue à accélérer, hein, on ne s'est pas arrêté entre-temps, eh ben, on peut atteindre le centre de la galaxie en 20 ans. Alors le problème, c'est que 20 ans, c'est le temps pour l'équipage du vaisseau. Pour les gens qui sont restés sur Terre, le temps qui sera écoulé, c'est 26 000 ans. C'est déjà plus compliqué pour communiquer. Avec ce type de vaisseau, vous pouvez même vous permettre le luxe de visiter la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière d'ici. Le temps d'une vie humaine, en 30 ans. 30 ans de voyage, pour prévoir de la bonne lecture, quoi, mais 30 ans de voyage, vous accédez à la galaxie d'Andromède, ce qui est plutôt sympa. Sauf que sur Terre, vous aurez pris un coup de vieux de 2,5 millions d'années. Bon, ça commence à faire beaucoup. Votre jumeau sur Terre, il n'est plus là. Avec ce type de propulsion, vous pouvez même faire le tour de l'univers observable. Donc l'univers observable, c'est une boule de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Vous pouvez parfaitement en faire le tour et revenir sur Terre plus de 100 milliards d'années plus tard. Alors à cette époque, le Soleil est déjà mort, il a carbonisé complètement la surface de la Terre, il n'y a plus de vie à sa surface, et votre jumeau, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il existe probablement plus sous sa forme actuelle en tout cas. Donc évidemment sur le papier ce concept il marche très bien, hein, sur les calculs parfaitement ça marche quoi. Le problème, c'est un problème essentiellement technologique. Hein. Si vous voulez un ramjet de Bussard, un collecteur Bussard, il vous faudra une surface collectrice, donc un entonnoir de plus de 10 000 km² de surface. Et donc ça correspond à la surface de l'Île-de-France quand même. Hein. Donc gros projet d'ingénierie. Ça repose aussi sur la maîtrise de la fusion nucléaire. Alors la fusion nucléaire, on ne la maîtrise pas encore malheureusement, on aimerait bien, ça nous résolverait pas mal de problèmes énergétiques sur la planète. On a une expérience qui s'appelle ITER à Cadarache qui cherche à maîtriser la fusion nucléaire, mais on n'y arrive pas encore pour l'instant. Donc ça c'est un autre défi technologique. Et puis il y a un défi qui est plutôt pratique celui-là, c'est que si vous collisionnez un minuscule caillou d'une fraction de kilo à plus de 90% de la vitesse de la lumière, l'énergie de la collision est beaucoup plus puissante que l'énergie d'une bombe nucléaire, voilà, d'un mégatonne. Ça vous vaporise votre vaisseau. Voilà, c'est ce qui est pas une mort très glorieuse quand vous touchez un caillou, en gros. Donc ne faites pas ça. Alors ça c'est le premier concept. Le deuxième concept, il est encore plus spéculatif, mais il est encore plus rigolo je trouve. C'est ce qu'on appelle la propulsion alcubière. Et la propulsion alcubière, directement inspiré de Star Trek, hein, le mec qui a inventé ça, Miguel Alcubierre, était un gros fan de Star Trek. Et il s'est dit, je veux faire ce vaisseau dans la vraie vie en utilisant les contraintes de la physique actuelle. Et il s'est dit, je veux faire un vaisseau qui se déplace plus rapidement que la lumière. Enfin, vous me direz, d'accord, sauf que tu m'as dit, Sébastien, il y a 10 minutes, qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Et ben Miguel Alcubierre, il s'est servi de deux idées d'Einstein. Donc la relativité générale, qui est la grosse théorie d'Einstein, elle se base sur deux idées principales. La première idée, c'est que vous avez un truc l'espace et le temps font partie d'un tout, d'un même tout mathématique, un même concept mathématique qu'on appelle l'espace-temps. Et l'espace-temps, il n'est pas le même pour tout le monde. Il peut se déformer. C'est une espèce d'éponge qu'on peut contracter, on peut leur mettre une pichenette, on peut l'étirer. L'espace-temps, il est élastique. Et l'espace-temps, il est élastique et il est déformé par deux choses. Il peut être déformé par de la masse et il peut être déformé par de l'énergie. Donc si vous mettez de la masse et vous mettez de l'énergie, ça déforme l'espace-temps autour de lui. Einstein, il dit aussi qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, certes. Mais on n'a pas tout dit. Parce que l'espace-temps lui-même peut parfaitement aller à n'importe quelle vitesse qu'il veut. Ça, c'est pas interdit par Einstein.
Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Du coup, à chaque fois, on leur dit oh là là, ça va plus vite que la lumière, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais ça arrive tous les jours quand vous avez une galaxie qui est extrêmement lointaine de vous et qui s'éloigne plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'à partir d'un moment, vous ne pourrez plus la voir parce qu'elle elle sera partie et à chaque fois qu'elle vous enverra un rayon de lumière, eh ben, ce rayon de lumière ne vous atteindra jamais parce que l'univers, c'est une machine à créer de l'espace-temps et à une vitesse qui peut être folle si vous avez deux objets qui sont assez loin les uns des autres. Donc voilà, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, sauf l'espace-temps. Donc comment est-ce qu'on peut jouer avec ça? Et donc vous avez Miguel Alcubierre, qui est un physicien mexicain, qui dans les années 90 publie un article où il cherche à construire un vaisseau qui se base sur cette technologie de voyage à distorsion qu'il a vu dans Star Trek. Bon. Les contraintes qu'il s'est données, c'est je veux un vaisseau qui puisse se déplacer plus vite que la lumière en tordant l'espace autour de lui. Donc comment il fait ça? Donc il imagine que le vaisseau est à l'intérieur d'une espèce de bulle qu'il appelle une bulle de distorsion. À l'avant du vaisseau, vous avez l'espace-temps qui est contracté. Donc par un mécanisme inconnu, hein, évidemment. Donc devant vous, l'espace-temps est contracté. Derrière vous, l'espace-temps il est dilaté. Ce qui fait que même si à l'intérieur de la bulle de distorsion, le vaisseau se déplace à des vitesses inférieures à celles de la lumière, pour un observateur extérieur, le vaisseau va se déplacer plus rapidement que la lumière. Ce qui est plutôt classe. Bon, sur le papier, ça marche super. Il a utilisé les équations d'Einstein, ça fonctionne. Enfin, les équations d'Einstein, elles vous disent comment, quantitativement, comment est-ce que l'espace-temps se déforme selon une masse donnée. Alors lui, il a pris le problème à l'envers, il s'est demandé, je veux un espace-temps de cette forme-là, qu'est-ce qu'il faudrait comme matière, comme masse pour créer cette déformation? Et donc ça amène à des petits problèmes quand même, parce que les équations d'Einstein, elles nous prédisent que, alors oui, c'est possible, on peut faire un vaisseau avec la propulsion d'Alcubierre, sauf qu'il nous faut un truc qu'on ignore encore, ça s'appelle de la matière exotique. Et la matière exotique, elle a une particularité, elle a une masse négative. Bon. On ne sait pas, il n'y a rien qui interdit son existence dans l'univers, un truc qui pèserait moins 2 kilos, je ne sais pas. Il n'y a rien qui interdit son existence, par contre on n'a rien dans l'univers qui possède une masse négative pour l'instant. Bon, peut-être un jour. Mais non seulement on a besoin de masse négative, mais on a besoin d'une énorme quantité de masse négative. Et là, il y a eu énormément de papiers qui ont été publiés sur la question. Chacun y va de son chiffre pour savoir combien de masse négative on aura besoin. Certains disent qu'il faudrait plusieurs centaines de kilos donc ça c'est les plus optimistes. D'autres qui disent qu'il faudrait plus que toute la masse réunie de l'univers pour faire marcher un truc comme ça, ce qui n'est pas du tout efficace si vous voulez rejoindre les plus proches étoiles. Bon, il n'y aurait plus d'étoiles dans ce cas-là. Sans compter le fait qu'on n'a aucune idée de comment faire un vaisseau comme ça. Donc ça, c'est le gros problème. Ça reste très spéculatif. Ça marche sur le papier, mais bonne chance pour en faire un. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune loi physique qui nous interdit d'aller vers les étoiles dans des temps raisonnables, hein, dans les temps d'une vie humaine. Il y a eu énormément d'autres concepts que je vous ai passés, hein, mais qui sont tout aussi intéressants. La voile solaire, la propulsion à fission, la propulsion à fusion nucléaire. Mais tous ces concepts se basent sur... Bon, ils fonctionnent tous sur papier, mais il y a quand même beaucoup de défis technologiques à résoudre avant qu'on puisse atteindre les étoiles dans un temps raisonnable. Sauf si ce cher Canadien a réussi l'exploit de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Léa Gritton, je suis exactement doctorante, donc je suis encore étudiante. S'il y a des jeunes là dans la salle que ça pourrait inspirer, il y a plein de boulot à faire, donc foncez. Au laboratoire d'études spatiales de l'Observatoire de Paris, et ma spécialité, ce sont les magnétosphères. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de magnétosphères? Ça vous dit quelque chose? Non. Bon, on va essayer de voir ensemble ce que c'est. Et ma grande question, c'est y a-t-il une magnétosphère sur Kepler 442b et va-t-on la détecter ce soir grâce à la sonde qui est en train de peut-être d'atterrir sur l'exoplanète? Donc j'aime beaucoup cette image parce que ça résume un petit peu c'est quoi la magnétosphère. La magnétosphère, c'est le bouclier de champ magnétique qu'il y a autour de la planète de la Terre, et qui nous protège de quelque chose qu'on appelle le vent solaire. Ça vous dit un truc, le vent solaire? Oui? Non? Alors rien à voir avec le machin qui fait avancer les voiles solaires, hein. C'est très troublant, mais voilà. Le vent solaire, c'est ce qu'on appelle un plasma. Alors un plasma, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup sur Terre.
C'est ce qu'on appelle le quatrième état de la matière. Alors les états de la matière, vous les connaissez, c'est solide, liquide, gazeux, ça va pour tout le monde. Bon, bah, si on pousse un peu les conditions de pression et de température, on arrive à l'état de plasma. Et sur Terre, on n'en voit pas des masses. Donc c'est un mot qui a 80 ans, le mot plasma pour le système solaire. Et le vent solaire, voilà, c'est très récent et ça a été découvert principalement, enfin on y a été vraiment confronté quand on a envoyé des vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre. Et donc le vent solaire, pourquoi c'est un problème pour nous? C'est qu'il est éjecté du Soleil en permanence à plus d'1 million de kilomètres par heure. Donc on est mal. Et en plus, il est dans des conditions de pression et de température tellement bizarres que, en fait, il n'y a plus vraiment d'atomes ou de molécules, mais que ce sont uniquement des ions, donc des plus et des moins. Et donc, le machin conduit l'électricité. Voilà, donc vous imaginez si le gaz là conduisait l'électricité, on serait mal. Et il est guidé par le champ magnétique. Et donc, bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de particules par centimètre cube, donc ça va, on est tranquille, on ne va pas brûler tout de suite, mais on est quand même bien content d'avoir la magnétosphère pour protéger nos satellites. Ah mince, bon, c'était le satellite. Et aussi, c'est ça qui nous fait les magnifiques aurores polaires que vous pouvez voir sur vos fonds d'écran d'ordinateur. Comment ça se passe? En fait, donc, le Soleil, il est très très loin là sur l'image, et donc le vent solaire arrive sur la planète. Bon, aussi, c'est par exemple une planète, la Terre, ou une exoplanète, comme on veut. Et donc, la planète en question a un champ magnétique qui est représenté par des lignes, comme vous voyez ici, qui font une sorte de bouée, en fait, en 3D. Donc, si on coupe une bouée en 3D, on aurait des lignes comme ça. Et sauf que la bouée, elle n'est pas symétrique, puisqu'en fait, le vent solaire, il pousse sur ce champ magnétique de la planète et il déforme les lignes vers l'arrière, comme ça. Et donc, le problème, c'est que moi, ce que j'étudie, par exemple, et que beaucoup d'autres chercheurs étudient, c'est comment les lignes du vent solaire vont se reformer quand elles vont arriver au niveau des lignes de champ magnétique de la planète. Et donc, la magnétosphère, c'est l'ensemble des lignes de champ magnétique autour de la planète, et c'est toute cette interaction entre le vent solaire et le champ magnétique planétaire. Donc, les planètes qui ont une magnétosphère dans le système solaire, bah, c'est pas toutes. C'est la Terre, ça vous le savez maintenant, les planètes géantes et Mercure. Mercure, voilà. Donc, mais Mars et Vénus n'ont pas de magnétosphère. Comment allons-nous savoir ce soir si Kepler 442b a une magnétosphère? Parce qu'on a vu déjà, s'il a une atmosphère, on peut même le savoir depuis la Terre, peut-être, alors la magnétosphère, qu'est-ce que ça coûte? Alors, sans aller sur place, et c'est pour ça que la sonde est hyper importante, sans aller sur place, ça va être super dur. Pourquoi? Parce que déjà, le champ magnétique, c'est invisible. Donc ça, en astronomie, les trucs invisibles, on n'aime pas trop. Et alors, je vais vous prendre comme exemple Uranus. Uranus, c'est une planète qui est quand même très loin de nous. Hein. Si ici, je suis le Soleil et que la Terre est à 1 mètre de moi, Uranus, elle est à la boutique de la Cité des Sciences. Donc ça vous donne un peu une idée. Et Uranus... Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que ces petits points? Alors, ils ont mis des flèches pour essayer de montrer, mais on voit en plus, enfin, en haut, ce sont les images qu'on a obtenues avec le télescope Hubble, brut. Et en dessous, ce sont les images traitées pour essayer de voir quelque chose. Et donc, il y a des petits points blancs en bas sur les images. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce sont des traces d'aurores polaires. Et comme je vous ai dit dans l'intro, les aurores polaires sont liées au champ magnétique de la planète et à l'interaction avec le vent solaire. Donc si on voit des traces comme ça d'aurores polaires sur la planète, on peut se douter que la planète a un champ magnétique. Et c'est ça qui nous permet de faire ensuite des plans compliqués pour retrouver comment est le champ magnétique d'Uranus. Ça, c'est une image recomposée où vous voyez Uranus, ses anneaux. Hein. Le monsieur a parlé des anneaux de Saturne, mais toutes les planètes géantes ont des anneaux. Et les petits points qu'on a détectés. Donc ça, c'est dans l'ultraviolet, l'UV, avec les images de Hubble. Un autre moyen qu'on a d'étudier le champ magnétique à distance, c'est les émissions radio. Parce qu'en fait, les processus, donc ça vous pourrez regarder sur Google, c'est très bien expliqué, ou dans des livres, dans plein de choses, mais les processus des aurores polaires font que les planètes deviennent en quelque sorte elles vont répercuter des ondes radio. Bon, là, vous avez ce qu'on appelle des spectres. Donc, vous voyez, il y a écrit les planètes. Donc, la Terre en haut, Jupiter avec les données de Voyager 2,
Saturne, Uranus, Neptune. Bon, voilà, donc on observe comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des marques comme ça qu'on a de comment les planètes vont réfléchir les ondes radio et comment on va les mesurer sur Terre. Bon, donc ça, vous avez vu, c'est pour des planètes qui sont au maximum à la boutique de la Cité des Sciences. Les exoplanètes, l'étoile la plus proche, elle est en Espagne, si on garde la même échelle. Et les exoplanètes, Kepler 442b est encore plus loin. Donc comment on va faire? Donc ça, c'est ce que je vous disais, on peut détecter les traces des aurores polaires en observant la planète dans l'UV et dans le domaine radio. Actuellement, nos meilleurs espoirs de mesurer, par exemple, des émissions radio d'exoplanètes, c'est à 10 parsecs, au mieux. Et Kepler 442b, si je ne me trompe pas, est à 340 parsecs, donc c'est pas top. Sinon, le plus efficace, ça va être de les mesurer, le champ magnétique sur place, et de le comparer avec des simulations numériques. Donc ça, c'est ce qu'on fait par exemple, entre autres, mais pour Mercure. Donc Mercure, là, que vous voyez au centre, est une magnifique simulation que j'avais fait au début de ma thèse de la magnétosphère de Mercure. Et en rose, l'orbite de la sonde Bepi-Colombo, dont vous allez entendre grandement parler à l'automne, puisqu'elle va partir normalement, si tout se passe bien, de Kourou entre début octobre et fin novembre. Elle arrivera sur Mercure en 2026, donc on a le temps de se préparer. Donc pour se préparer, on fait des simulations et ensuite on peut regarder, en mettant la trajectoire de la sonde dans la simulation, on peut regarder ce qui va se passer. Donc ça, c'était pour vous montrer Bepi dans sa fusée, qui va partir à l'automne. C'est une sonde intéressante parce qu'on collabore avec le Japon. Il y a 2 sondes spatiales, une japonaise, une européenne. Moi, je travaille sur la sonde japonaise qui transporte des instruments en partie européens. Voilà, donc on travaille tous ensemble. Et donc, par exemple, une question qu'on se pose sur Mercure, c'est le modèle de champ magnétique. Les Américains ont développé un modèle que vous voyez ici sur la première image en orange, qu'on dit un dipôle. Donc il a 2 oreilles, si vous regardez. Et par contre, il y a une équipe européenne qui a développé un modèle avec 4 oreilles, le quadrupôle. Vous voyez à côté. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que comme ces 2 modèles ont été faits à partir de la seule sonde spatiale qu'on utilise, enfin quasiment la seule sonde spatiale qu'on utilise pour les données, pour l'instant, quand on fait des simulations, les deux, le long des 2, je me permets. En gros, si on compare avec les données de la sonde qui a permis de faire les modèles, ça colle bien, ce qui est plutôt rassurant. Mais donc du coup, on n'a pas trop de moyens encore de savoir lequel des 2 est le vrai et si c'est un des 2 qui est le vrai. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Donc la sonde qu'on utilise pour faire ces modèles-là, c'est la sonde Messenger, qui était... donc là, par exemple, vous avez un morceau d'orbite du 23 avril 2011. Et le champ magnétique, le long de cette orbite, quand il passe près de la planète, on voit qu'il augmente beaucoup. Donc ça nous donne un indice que la planète a une magnétosphère. C'est peut-être ce qu'on va voir tout à l'heure sur les données de la sonde qui est sur 442, qui va atterrir sur 442b. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans les simulations, comme je vous ai dit, on peut mettre l'orbite de la sonde de Bepi-Colombo. Et là, on voit que, par contre, ce que mesurerait Bepi-Colombo s'il était autour de cette planète, les 2 modèles donnent des résultats très différents le long de ces orbites. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et voilà. Mais ça, c'est pour une magnétosphère assez simple, qu'on connaît déjà bien. On pourrait faire la même chose donc, avec les données sur une exoplanète. Mais ce qu'on découvre, en fait, et ce qui est génial dans le système solaire, c'est que chacune des magnétosphères des planètes dont je vous ai parlé au début, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Mercure, la Terre, sont toutes en fait des cas hyper particuliers. On n'en a pas vraiment 2 qui se ressemblent. Et c'est pour ça que, par exemple, on a envoyé Cassini explorer la magnétosphère de Saturne, qui a donné des résultats incroyables. Sur Jupiter, on étudie aussi en détail l'influence des différents satellites sur la magnétosphère, etc. Et par exemple, moi, je me suis intéressée à la magnétosphère d'Uranus, parce que Uranus, est-ce que vous savez, Uranus, pourquoi c'est rigolo? Uranus, c'est rigolo parce qu'il tourne sur le ventre. Je ne vais pas le faire. Et donc, le fameux donuts, la bouée de champ magnétique, vous imaginez qu'en 17 heures, qui est la durée de la journée sur Uranus, en 17 heures, en plus il n'est pas vraiment aligné, il y a un angle de 60 degrés entre l'axe du champ magnétique et l'axe de rotation. Donc en 17 heures, il tourne complètement autour de la planète. Et du coup, ça devient impossible de faire des simulations statiques, ou constantes au cours du temps. On doit faire des simulations dynamiques.
Et là, alors ça, pas sur Twitter, hein, c'est pas encore publié, donc vous gardez pour vous. C'est une super Uranus qui tourne 10 fois trop vite. Et ce que vous voyez donc en jaune et en bleu, ce sont les lignes de champ magnétique qui s'enroulent dans la queue de la magnétosphère, comme on dit. Donc à l'arrière, le Soleil, en fait, il vient comme ça. On regarde de profil. Donc la planète, elle tourne sur elle-même, avec l'axe de rotation qui pointe vers le Soleil. Et donc vous voyez les lignes de champ magnétique qui s'enroulent. Et les zones grises, ce sont les zones où le champ magnétique du vent solaire rentre en contact avec le champ magnétique de la planète. Sur Terre, les endroits où ça se passe, grosso modo, c'est des points. Il y en a un à l'avant, un à l'arrière. Et c'est ça qui permet au vent solaire de rentrer dans la magnétosphère de la Terre. Mais sur Uranus, comme ça tourne, donc comme je vous le disais, en permanence, en fait, ces points ils se déplacent au cours du temps et ça forme justement une sorte de double hélice autour de la planète. Bon, donc on est au tout début du travail de recherche. J'en ai pour au moins 15 ans à tout comprendre, voire plus. Mais c'est pour vous dire que, en fait, sur les exoplanètes, on pourrait avoir des configurations complètement folles. Et ce qui est génial avec toutes ces idées, c'est que nous, en tant que physiciens, ça nous pousse à sortir des modèles qu'on connaissait déjà et à développer, par exemple, ici, on a développé une nouvelle partie du code de simulation pour pouvoir faire ça. Donc, tout est permis et on va voir tout à l'heure si les données de la sonde Kepler 442b vont nous permettre de confirmer la présence d'un champ magnétique assez fort pour faire une magnétosphère. Voilà. En ce début de soirée, je vais vous inviter à prendre l'avion, direction le désert d'Atacama, au nord du Chili, où vous allez pouvoir trouver un des ciels les plus purs du monde. C'est donc en ce lieu que les scientifiques, astrophysiciens et cosmologistes ont décidé d'installer un des réseaux de télescopes les plus grands jamais construits, le Very Large Telescope, composé notamment de 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, dont vous voyez les coupoles sur cette image. C'est naturellement en ce lieu que l'on étudie entre autres l'expansion de l'univers, que l'on sonde le centre de notre galaxie ou que l'on cherche à observer et imager les exoplanètes, et c'est ce qui est le sujet de ma présentation. Mais avant de vous montrer des images scientifiques prises avec ce genre d'instrument, j'aimerais vous montrer des images de notre planète à nous, la Terre, prises depuis l'espace. En commençant notamment par l'image sur votre gauche, ici, qu'on prénomme The Blue Marble, la perle bleue en anglais. C'est une image prise par l'équipage Apollo 17 le 7 décembre 1972 lorsqu'il se rendait sur la Lune. C'est la première image et une des rares où l'on voit la Terre éclairée dans sa globalité, puisqu'à ce moment précis, les astronautes avaient le Soleil dans leur dos. Donc sur cette image, on peut y voir différentes structures allant de la mer Méditerranée jusqu'à la calotte glaciaire arctique, en passant par la côte est de l'Afrique ou encore l'île de Madagascar. Des structures que l'on ne voit déjà plus sur l'image de droite, qui cette fois-ci est la première image prise de la Terre, prise depuis la Lune. Alors pourquoi on ne voit plus toutes ces structures? Tout simplement du fait des défauts de la technologie de l'époque, mais aussi du fait de la distance Terre-Lune bien plus importante, puisqu'on est ici à 384 000 km. Mais allons encore plus loin. Cette fois-ci à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, sur cette image incroyable prise par la sonde Cassini en orbite autour de Saturne, la Terre n'est plus qu'un point très faiblement lumineux, si peu lumineux qu'on a dû multiplier numériquement son intensité lumineuse par 8 sur cette image pour que vous puissiez à peine la distinguer. Et je ne peux m'empêcher de vous montrer l'image de la Terre la plus lointaine, prise par la sonde Voyager 1, vous êtes tous ici, prise en 1990. La Terre n'est alors plus qu'un point bleu pâle. Le scientifique américain Carl Sagan la qualifiera même de grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Et bien, ce qui est valable pour la Terre ici, pour des distances relativement faibles, va l'être tout autant, même plus, pour des exoplanètes situées beaucoup plus loin. Donc lorsque l'on voit des images comme celle-ci, par exemple pour le système TRAPPIST-1, donc un système de 7 exoplanètes que l'on a détecté l'an passé, eh bien on se pose des questions. En effet, donc, sur ces images, on peut voir des structures,
comme des océans ou des mers de glace, que sais-je encore. Et bien sûr, ces images ne sont que des illustrations, des vues d'artistes tirées d'une imagination, et ne sont pas des images scientifiques. Pour avoir de tels détails, il nous faudrait des télescopes de plusieurs kilomètres de diamètre, dans des conditions absolument idéales d'observation, alors que nous, aujourd'hui, le maximum que l'on sache faire, c'est 10 mètres de diamètre de télescope. Donc, en attendant, on se contentera de simples petits points lumineux, et vous comprenez donc la difficulté à les observer. Et la deuxième difficulté est la suivante. Typiquement, une planète est 1 milliard de fois moins brillante que l'étoile autour de laquelle elle gravite. Donc, une image communément admise par la communauté scientifique est que faire l'imagerie, l'observation directe d'une exoplanète revient à faire la photographie d'une bougie placée dans le halo d'un phare maritime, et ce en étant situé à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Donc vous voyez la difficulté. On est alors obligé de diminuer artificiellement la lumière provenant de ce phare, donc de cette étoile, comme ce qui se passe pour une éclipse totale. Vous avez l'image d'une éclipse totale ici. Lors d'une éclipse totale, le fait de diminuer la lumière venant de l'étoile fait qu'on voit apparaître le voisinage proche de l'étoile. Et c'est ce qu'on va devoir faire pour les exoplanètes. Et on le fait notamment de manière artificielle à l'aide d'un dispositif qui s'appelle un coronographe, qui, comme son nom l'indique, était utilisé au départ pour étudier la couronne solaire, mais qui aujourd'hui nous aide à faire l'observation directe des exoplanètes. Donc malgré toutes ces difficultés que sont l'éloignement et la proximité à une étoile 1 milliard de fois plus lumineuse, on a réussi, dans le passé proche, à faire de l'observation directe d'exoplanètes. En commençant par celle-ci, Fomalhaut B, qui est située à 25 années-lumière de notre position dans la constellation du Poisson austral. C'est une des premières planètes qui a été détectée par observation directe à l'aide du télescope spatial Hubble. Vous avez ici la différence entre une image, une vue d'artiste et une image scientifique. Mais dans cette image scientifique, il y a plein de choses intéressantes à visualiser. Alors premièrement, le cercle noir ici au centre, qui est en fait notre éclipse créée artificiellement par un coronographe. Le fait d'avoir créé cette éclipse par un coronographe, en fait notre coronographe il a un défaut et il entraîne des défauts sur notre image. Et ce défaut, c'est ce halo ici de lumière qui n'est pas réellement présent dans le ciel. Mais alors ce qui est le plus important, c'est que le fait d'avoir diminué la lumière de l'étoile nous fait apparaître un gigantesque disque de débris, un peu comme les anneaux de Saturne, mais dans des dimensions bien supérieures. Et un petit peu à l'intérieur de cet anneau se trouve notre exoplanète Fomalhaut B, qui est un point, on est obligé de zoomer drastiquement pour la voir, puisque c'est juste un point faiblement lumineux qui se déplace progressivement au cours du temps. Alors si on a réussi à observer cette exoplanète qui est déjà 2 fois plus massive que Jupiter, c'est parce qu'elle est extrêmement éloignée de son étoile, typiquement sans unité astronomique, soit 100 fois la distance Terre-Soleil. Elle est tellement éloignée de son étoile qu'il lui faut 1700 ans pour en faire le tour. Deuxième système que je voulais vous présenter, c'est le système planétaire HR 8799, situé à 129 années-lumière dans la constellation du Pégase. Vous avez ici le résultat de 7 années d'observation qui vous présente un ballet, une danse de 4 exoplanètes, que sont les 4 points lumineux ici, tournant lentement autour de leur étoile. C'est un système jeune, inférieur à 60 millions d'années, donc très brillant, et encore une fois, les planètes sont 5 à 10 fois la masse de Jupiter. Et encore une fois, elles sont assez éloignées de leur étoile. Vous avez ici l'échelle, 20 unités astronomiques, ce qui représente environ la distance entre l'étoile au centre et l'exoplanète détectée la plus proche. Et ça correspond, si on ramène cela au système solaire, à la distance entre le Soleil et Uranus. Pour finir, je voulais vous présenter l'exoplanète Beta Pictoris B, ici, située à 63 années-lumière de nous dans la constellation du Peintre. Cette exoplanète fait, encore une fois, 7 fois la masse de Jupiter.
et elle a été détectée au Very Large Telescope au Chili que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ce qui est intéressant sur cette petite animation, c'est qu'on a l'impression que l'exoplanète va entrer en collision avec son étoile, mais pas du tout. En fait, on voit le système, contrairement tout à l'heure à HR 87-99, on le voit sur la tranche, et l'exoplanète est passée devant son étoile il y a quelques mois de cela, fin 2017. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que l'imagerie, l'observation directe des exoplanètes n'en est qu'à son balbutiement. On a réussi à observer directement des exoplanètes que pour une dizaine de cas sur les environ 3000 exoplanètes détectées par d'autres moyens, et notamment donc, des exoplanètes qui sont plutôt très massives et assez éloignées de leur étoile. Et on espère donc que les instruments du futur vont pouvoir nous aider à aller plus loin, c'est-à-dire à chercher des planètes plus petites et plus proches de leur étoile, notamment grâce au futur télescope spatial James Webb Space Telescope, qui devrait remplacer le télescope Hubble en 2020, ça a été retardé, ou encore à l'aide du plus grand télescope au sol jamais construit, l'Extremely Large Telescope, situé à seulement quelques dizaines de kilomètres du Very Large Telescope, et dont le miroir principal de 39 mètres de diamètre devrait nous permettre de nous aider à trouver et à récupérer la faible luminosité donc, de ces petits grains de poussière. Je vous remercie.